Bonjour et bienvenue aux 440 quelques personnes qui se sont inscrites, qui se sont branchées ou en train de se brancher pour notre webinaire, colloque virtuel qui est organisé par l'Autorité des marchés financiers et qui vous permettra d'entendre l'avis d'institutions financières innovantes sur les choix et la mise en place de pratiques clés de résilience opérationnelle dans l'objectif de gérer les perturbations susceptibles d'affecter leurs activités essentielles. On a choisi des représentants qui proviennent d'institutions variées, des entreprises de différentes tailles, des entreprises de nature publique ou de nature coopérative, mutuelle. On a aussi des panélistes qui occupent des rôles différents dans leurs organisations, donc une diversité de points de vue pour vous aujourd'hui. Les biographies complètes de nos panélistes et représentants sont disponibles sur notre site Web qui est présentement affiché à l'écran. Et j'aimerais prendre quelques instants pour résumer ces bios-là, dire simplement quelques mots à propos de nos panélistes. Donc, je commencerai par Mme Joanne Duhem, qui est première vice-présidente de technologie de l'information au Mouvement Desjardins, 30 ans d'expérience dans le monde des TI, notamment chez Hydro-Québec, où elle a obtenu en 2019 le titre de chef de l'information de l'année décerné par l'Association canadienne de la technologie de l'information. Nous avons aussi Faiza Kassem, qui est une graduée maîtrise en génie informatique de la Polytechnique à Montréal, et après avoir fait quelques années à la Banque nationale, est devenue maintenant chef de la transformation de la résilience opérationnelle et chef de la résilience opérationnelle pour les Amériques chez BNP Paribas. Christian Mercier, qui est président-directeur général d'Union Vie Assurance, après 33 ans au service des Forces armées canadiennes, 7 ans maintenant dans l'industrie de l'assurance, titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques, maîtrise en études de la défense du Collège de Kingston, diplôme de Collège d'état-major de la Force terrestre et du Collège des Forces armées canadiennes de Toronto. Vous allez voir que la résilience opérationnelle, c'est important dans le secteur financier, mais je crois que c'est pertinent aussi pour les gens qui ont fait une carrière militaire. Je suis certain que Christian va nous en parler. Enfin, Philippe Sarfati, qui est vice-président exécutif et chef de la gestion des risques chez IA Groupe Financier. Plus de 40 ans d'expérience dans le domaine financier canadien, dont à la banque BMO, Coast Capital. Passage également au bureau du surintendant des institutions financières, où il a dirigé l'équipe de spécialistes en gestion des risques. Philippe fut également un expert consultant en matière de plan de résolution, plan de retour à la viabilité pour les institutions financières de taille systémique notamment. Nous aurons également des présentateurs par le biais de capsules vidéo qui sont trois, je dirais, régulateurs, qui vont amener le point de vue de régulateurs étrangers. D'abord, Paul Williams, qui est un ancien de la Banque d'Angleterre, PRA, et qui est présentement Managing Director de l'entreprise qui s'appelle Phoenix Resilience, basée à Londres. 30 ans d'expérience, M. Williams, dans les technologies bancaires, la résilience opérationnelle et la cybersécurité. Ensuite, nous avons Aziza Alilem, qui est chef du pôle gouvernance, risque cyber et risque systémique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en France, où elle occupe divers postes depuis 2011. Elle participe activement au groupe de travail au niveau européen et internationaux en lien avec les sujets de la résilience opérationnelle. Et enfin, M. Todd Koslow, qui est assistant vice-président à la Federal Reserve Bank de Chicago. Il occupe des responsabilités au niveau de la surveillance relative à la cybersécurité, aux fournisseurs de services, aux paiements et aux risques liés aux technologies financières. M. Koslow préside également le groupe de travail de l'Association internationale des superviseurs d'assurance sur le risque opérationnel. Donc, des panélistes et des présentateurs de grande qualité, un sujet d'importance stratégique, un auditoire très intéressé à vous entendre. Commençons sans plus tarder avec une première capsule vidéo qui dure environ 9 minutes, où vous entendrez quelques commentaires de M. Paul Williams à l'égard de la transformation numérique et de l'évolution des risques au Royaume-Uni, les conséquences des interconnexions du secteur financier et les raisons qui appellent à un rehaussement de la résilience opérationnelle dans ce pays. The first is there's a
kind of a general build-up of risk within the financial system. Certainly as far as the UK financial system is concerned, we've been through a massive digitisation over the last decade or so. And things that you could do with the financial system from a retail banking point of view, or indeed other aspects, you couldn't do a decade ago. And that those features originally start as products of convenience, but rapidly become products of necessity as users, consumers adapt their behaviours to embrace those new digital products. So if you get used to being able to interrogate your bank balance via your mobile phone instantly or receive payments instantly, you'll come to rely on the fact that you can do so. And if you then take that away because of an operational disruption, much greater harm can be realised than perhaps when those were products of simply convenience. So there's a digitisation that's gone on, which has the potential to amplify the impact of failures when they occur. Product and consequence of that, of course, is the financial system has become even more interconnected perhaps than it already was. And those interconnections create dependencies that are often opaque and don't come to light until something goes wrong. And you end up with things breaking in unexpected places and transmitting through the system in unpredictable ways. And the consequences of that for consumers, of course, is the fundamental issue here is that firms are potentially not investing in resilience, in infrastructure resilience in the way that they should. But when that infrastructure fails, the costs of that failure are immediately transmitted to the real economy, to the consumer, to the customer. So you've got a cost transference issue then, which happens where you have the private choices of individual firms from an infrastructure point of view don't make the investment choices that perhaps they need. And that results in consequences, costs being borne by the real economy. If we've got risk management, why do we need resilience in the first place? There's a number of reasons for that. And the best place to start, I think, is with the experience of the UK banking sector, because the presence of operational resilience probably has its roots in the UK more than any other jurisdiction. So one of the observable instances that we've seen over the last few years in the UK is that finance in the UK, like any other jurisdiction, is a highly regulated sector, and non-financial risk has been a requirement imposed upon firms for many years, by which I mean IT risk management, business continuity risk management, broader operational risk management, IT disaster recovery, and various other flavours of non-financial risk management. And yet, despite the presence of all of these requirements in the UK around 2018, according to one of the prudential, or the conduct regulator, in fact, in the UK, we had almost one banking failure per day in terms of banking systems throughout the year. So despite the presence of these significant operational risk management requirements, it was still resulting in operational failures. But there are other ways of looking at it as well, particularly in a broader context of the broader geopolitical risk environment, or in the context of perhaps what we've seen with COVID over the last few years. And what all of those things tell you is that it seems to be an increasing preponderance of what historically might be classified as low probability but high impact risks crystallizing. And that describes a fundamental difference between risk thinking and resilience thinking, to my mind. Risk thinking generally tends to be predicated on probability. So you will look at the probability of something occurring, you will look at the likely impact, you'll look at the cost of mitigation, and then you'll reach a judgment around how much mitigation you want to take or how much of that risk you want to accept. Resilience, on the other hand, requires you, it's one of the first principles of resilience thinking in my mind, is it requires you to acknowledge that bad things will happen. And that, in essence, moves you from a probabilistic-based risk management to a much more deterministic approach, by which I mean looking at a risk that has crystallized and then working back to see how you should have responded to that, could respond to that, could mitigate that in a better way. One of the other things that it will do, if implemented correctly, certainly through the lens of the way the UK has implemented the operational resilience policy, is also to get organisations to think differently.
And this starts to touch on broader issues, perhaps around organizational behavior and culture. My experience of most organizations, but certainly large organizations, is they tend to be structured in silos for very good reasons. You'll achieve cost savings by putting common functions together, and you will achieve economies of scale and expertise. So that's why you'll have generally a centralized technology department, or a centralized third-party risk management department, or centralized property management, or centralized human resources. But those silos, if they're incentivized individually, will end up making choices that may have consequences across the organization and across the business services that the organization provides. And taking a resilience focus, particularly if you take a top-down view and focus on what you care most about in terms of the business outcomes of the business, gives you an opportunity to cut through those silos and the siloed mentality and siloed way of thinking about it. So what is operational resilience not about? And certainly through the lens of regulated financial services, that's a really good question. It is not about protecting the firm's reputation. It's not about protecting the firm's P&L. It's not about protecting their bottom line. It's about protecting the customers of the firm. It's about protecting the end users in the real economy and making sure that the choices that the firm has made not to invest in certain areas that might increase the operational resilience doesn't result in costs being transferred onto the real economy and onto the consumer inappropriately. The purpose of regulation is to inject the public interest into the choice of private firms. And certainly that's how, in the UK, the operational resilience regulations have been designed, which is to force firms to think differently about non-financial risk and to implement changes that they might ordinarily not have thought necessary because they were happy to risk accept, but require them to think about them differently and through the lens of impact both to customers and to the broader system in which they operate. Further question then is, what are the incentives for financial institutions to invest in operational resilience? And it's a really interesting question, actually, because on the face of it, there are no positive incentives. When you look at all of the risks and the severe but plausible scenarios, operational resilience is always couched in a negative context. It's always a negative conversation around outcomes to be avoided or risks to be mitigated in a different way. The reality is, if you embrace operational resilience implementation correctly, an organization will learn more about itself than it ever thought possible. And once an organization knows how it really works, knows where it has dependencies, knows where it has third-party requirements, it can then potentially optimize those in a way that perhaps it hasn't done in the past. So there is potential to optimize the organization through the learning that an organization will go on in implementing the operational resilience policy. And the second benefit, perhaps, is agility, which is a very easy thing to say. But the reality is, an organization that can respond more quickly than its competitors when something has gone wrong is going to build greater reputational brand value, is likely to attract more customers, and derive greater shareholder value in the long run by being an organization that's recognized for being agile and responsive, both in a negative context, but also in a positive context. Alors, voilà, revenons maintenant au Québec et abordons le premier volet d'échange avec nos panélistes. Tout d'abord, pourquoi l'autorité s'intéresse-t-elle à la résilience? Eh bien, parce que notre rôle, fondamentalement, c'est quoi? C'est d'agir pour l'intégrité du secteur financier, car celui-ci repose sur la confiance du public pour bien fonctionner. Et il faut que les consommateurs et les entreprises qui ont besoin au quotidien d'une multitude de services qui sont offerts par les institutions financières puissent le faire en ayant confiance que cette institution va livrer la marchandise promise. Donc, pour ça, évidemment, les institutions doivent demeurer viables financièrement, on s'entend, mais aussi doivent demeurer ouvertes, accessibles lorsqu'une prestation de service est attendue. On parle d'une réclamation d'assurance, on parle du financement d'un projet.
Et c'est ce qui nous amène au concept de résilience. Donc, les institutions doivent demeurer viables, ouvertes et accessibles, mais dans un environnement de risques et de menaces susceptibles d'impacter leurs opérations. Elles doivent résister à des chocs. Et si par le passé, les institutions financières mettaient beaucoup d'emphase sur la gestion de leurs risques financiers, eh bien, de nos jours, la portée des programmes de gestion de risque s'est considérablement élargie. Aux volatilités financières s'ajoutent des enjeux technologiques, sociétaux, climatiques. On sort d'une crise sanitaire. En fait, on n'est peut-être pas encore tout à fait sorti, mais on a traversé une crise sanitaire mondiale, et j'en passe. La gestion intégrée, saine et prudente de tous ces risques permet de générer de la résilience, ce qui, en retour, génère et protège la confiance du public envers le secteur financier. C'est donc dans ce contexte plus large de la résilience avec un grand R, comme on dit chez nous, et je dirais pour paraphraser Jeannette Bertrand, la résilience avec un grand R. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une de ces facettes importantes, soit la résilience opérationnelle. Nous commençons donc nos échanges avec Joanne et Christian. Joanne, d'abord, vous êtes chef de l'information chez Desjardins. Comment définissez-vous dans votre rôle la résilience opérationnelle au sein de votre organisation? Et dites-nous pour quelles raisons vous vous intéressez à ce sujet. Merci, Patrick, et bon matin tout le monde. Je suis bien heureuse d'être parmi vous ce matin. Je vais commencer peut-être par la définition pour moi de la résilience opérationnelle. La première chose, pour moi, la résilience opérationnelle, c'est la capacité d'une organisation, une institution de rebondir à des chocs organisationnels. Puis on sait qu'aujourd'hui, à cause de tout ce que tu as mentionné, Patrick, ça peut arriver à tout moment. En tant que chef de l'information, et je parle de ça souvent avec différents collègues, on a tous à cœur, je pense, de s'assurer la survie de l'organisation. Étant nous, chez Desjardins, d'une institution de nature coopérative, c'est certain que la raison pour laquelle on s'intéresse à ça, avant tout, c'est pour nos membres et nos clients. On veut être certain de mettre les intérêts des membres et des clients et de protéger et de les indemniser des perturbations possibles qui peuvent arriver dans le marché. Donc, moi, mon rôle, c'est de m'assurer que dans le cycle de développement de projet, dans la maintenance des solutions, qu'on vient incorporer toutes les questions de résilience, même de la phase conception jusqu'à la phase implantation et soutien des solutions, et de travailler avec les 3 lignes de défense pour s'assurer avant tout que les membres et les clients ont le service qu'ils doivent avoir, qu'ils méritent d'avoir au moment dont ils en ont besoin. Merci beaucoup, Joanne. Christian, vous, avec votre expérience passée dans l'armée, je l'ai évoqué tout à l'heure, et votre rôle actuel de PDG d'une compagnie d'assurance de personnes, comment voyez-vous la résilience opérationnelle chez Unonvie Assurance? Oui, merci Patrick. Bonjour à tout le monde ce matin. Très, très enthousiaste, moi aussi, d'être là. Je vous le dis tout de suite, on n'a pas transformé UV Assurance en une garnison militaire, là. Mais honnêtement, une doctrine militaire s'applique très bien au monde des affaires. Et dans le domaine de la résilience, c'est un domaine qui est bien connu dans le monde militaire. En fait, la résilience opérationnelle, c'est ce qu'on appelle le niveau de préparation d'une organisation militaire. Et c'est ça, en fait, qui confirme la capacité des forces militaires à être capables de répondre dans une situation particulière. Ça peut être des opérations domestiques ici au Canada ou dans un conflit à l'étranger. Donc, la base même de la résilience opérationnelle dans le monde militaire, c'est le niveau de préparation. Et je vous dirais que cet axe-là, chez UV Assurance, on a capitalisé sur ça dans notre manière de faire et j'y reviendrai plus tard. Le deuxième élément important quand on parle de résilience opérationnelle ou de niveau de préparation, c'est la capacité de se projeter, c'est-à-dire de se déployer, d'être capable de réagir. Et là-dedans, il y a une notion de temps et espace. À quelle vitesse on est capable de faire ça avec les ressources nécessaires. Donc, le temps et l'espace, c'est une notion importante qui est liée au degré de réaction et de rapidité d'action qu'on est capable de mettre en place. L'autre élément qui est important, c'est la capacité de soutenir les opérations pendant une longue période.
Donc, dans le contexte militaire, quand on entreprend des initiatives pour arriver dans une situation de chaos ou d'interruption de service ou de conflit, il faut être prêt à soutenir ça longtemps. Et on a des règles du pouce. Donc, mon équipe de direction aura toujours été surpris au début de la pandémie, mais je leur avais dit dans une des rencontres qu'on a eues, toutes les décisions qu'on prend en équipe maintenant pour se positionner et envisager le futur, ben, on devra être capable de vivre avec ces décisions-là pendant 2 ans. Donc, certains étaient surpris à la blague un peu, mais on parlait de ça il n'y a pas si longtemps, puis finalement, ça a été des bonnes décisions. Puis en termes de résilience, dans un contexte comme ça, ben, il faut prévoir le long terme parce que bien souvent, comme on le voit bien souvent aussi avec nos gouvernements, il y a des mesures temporaires qui deviennent malheureusement ou heureusement permanentes là, avec la transformation des contextes. Et finalement, bien, il y a la connaissance situationnelle, c'est de comprendre l'écosystème dans lequel on opère. Et évidemment, dans un contexte militaire, c'est un peu plus élargi. Il y a une notion d'intelligence, de renseignement là-dedans, mais c'est de bien mapper un mapping complet de la menace. Et évidemment, dans le cas de nos institutions, on parle de cybermenaces. Donc, c'est de bien comprendre cet écosystème-là pour être capable de bien se préparer. Moi, je vois la résilience opérationnelle comme un sujet de grand intérêt pour les PDG, pour les dirigeants d'entreprise. C'est un enjeu stratégique clé. Moi, je vois ça dans une perspective de top-down. Et c'est un sujet qui doit être discuté en continu. Je vous confirme que notre conseil d'administration voit également cet élément-là comme un élément très important dans leur rôle de surveillance et j'aurai l'opportunité d'y revenir plus tard. Merci, Patrick. Merci, Christian. Je me tourne maintenant vers Faiza. Vous êtes chef de la résilience dans un groupe financier qui a une empreinte mondiale. Qu'est-ce que cette réalité amène de différent ou de complémentaire par rapport à ce qui a été dit jusqu'ici? Merci Patrick, bonjour à tous, contente aussi d'être parmi vous. C'est sûr que quand on parle d'une organisation qui est quand même présente sur 65 pays, la mise en place de la résilience opérationnelle est un exercice en lui-même. Je crois qu'en premier lieu, ce qui était important de noter pour nous, au moins depuis le début, c'est que on évite d'associer la résilience opérationnelle à de la continuité d'activité sur stéroïdes, qui malheureusement est parfois la tendance. En effet, si on regarde ou on compare entre la résilience opérationnelle et la continuité d'activité, la résilience opérationnelle n'est pas seulement une reprise d'activité, elle n'est pas seulement centrée sur nous, ou comme le disait Paul Williams tout à l'heure, elle n'est pas centrée sur notre réputation ou sur notre PNL. Elle est beaucoup centrée sur livrer un service de manière continue à un client et maintenir une solidité d'un marché financier, d'un écosystème au complet. Donc, c'est au-delà de notre survie, même si c'est quand même quelque chose d'assez important. Pour nous, à BNP, comment nous avons défini la résilience opérationnelle, c'est notre capacité d'anticiper, de prévenir, de détecter, de résister et de se remettre et même de prendre des perturbations qui sont extrêmes mais plausibles. Pourquoi on parle de perturbations extrêmes et plausibles? Parce que les perturbations régulières, elles sont très, très bien prises en considération dans nos plans de continuité, dans nos stratégies régulières. Quand on parle de perturbations extrêmes, on a pris l'exemple de la pandémie qui a duré quand même 2 ans. Nous avons été très, très chanceux tous qu'on est dans une ère de digitalisation qui est quand même assez importante, que tous les taux d'absentéisme, de maladie et de mortalité de la COVID n'étaient pas très hauts et on a vu que le système financier a très, très bien réagi après quelques premières semaines, je dirais, un peu hectiques. Mais si je regarde aujourd'hui ce qui se passe en Europe, nous avons une guerre qu'aucun de nous n'aurait pu prévoir dans ces temps-là, dans ce contexte-là. Donc, c'est vraiment être prêt à ce qui est extrêmement improbable, mais qui peut arriver. Donc, c'est pour ça que nous avons mis en place une structure qui est quand même beaucoup d'anticipation, beaucoup de prévention. Ce qui est quand même assez important, c'est que la gestion opérationnelle, comme nous l'avons vu, n'est pas pour tous, n'est pas pour tous nos services, n'est pas pour toutes nos activités. Vu le degré de rigueur et aussi de niveau important d'investissement à mettre en place pour assurer
la résilience de services spécifiques, elle est seulement pour ce qu'on appelle comme étant nos joyaux de la couronne, nos crown jewels. Le reste peut continuer de bénéficier de nos contrôles classiques qui existent. Pourquoi moi-même ou BNP pense que la résilience opérationnelle est importante? Pourquoi on a de l'intérêt envers de la résilience opérationnelle? Je crois aussi, je vais rejoindre ce que Paul Williams disait tout à l'heure dans sa capsule vidéo. Oui, c'est notre survie, mais c'est aussi, on peut utiliser notre résilience opérationnelle pour mieux connaître notre organisation, effectivement, mais pour aussi assurer sa solidité. Nous, étant résilients, nous sommes un acteur solide sur le marché. Nous sommes une banque à qui nos clients et à qui nos partenaires de marché font confiance. Nous pouvons utiliser notre résilience opérationnelle comme un avantage compétitif et un outil de fidélisation de nos clients. Nous assurons une meilleure disponibilité de nos services, nous assurons presque des coupures inexistantes ou sinon extrêmement courtes de ces services cruciaux, donc qui nous donnent quand même un service client et une expérience client supérieure. Donc, c'est ça. Et puis, effectivement, être résilient, c'est aussi assurer une excellence opérationnelle qui est rehaussée avec des investissements très ciblés. Merci beaucoup, Faiza. Philippe, de votre côté, vous avez été au bureau du surintendant des institutions financières, maintenant en charge de la gestion des risques chez Industrielle Alliance. Quelle est votre perspective à l'égard de la résilience opérationnelle? Merci Patrick, bonjour à tous. Très heureux d'être ici parmi ce panel. Pour répondre à ta question, Patrick, ma perspective se présente sur deux niveaux. Tout d'abord, au niveau de l'entreprise même, et à cet égard, je ferai écho de l'observation de Christian. Pour nous, CIA, c'est un enjeu stratégique. C'est-à-dire que la résilience doit supporter la vision et la promesse de marque de IA Groupe Financier. Et ce, pour assurer que IA progresse, IA soit en mesure de réagir à des perturbations et de réagir de façon à pouvoir assurer une expérience client qui permettrait de continuer nos services auprès de nos clients et tous nos constituants. C'est également important pour nous, pour avoir une meilleure appréciation des risques de notre organisation et de comprendre, je crois que Paul Williams l'a mentionné, de comprendre nos activités, de comprendre le fonctionnement de nos activités, d'en faire l'identification des activités critiques dans le cas où les perturbations se matérialisent. Du côté, je dirais, systémique, c'est ma perspective également, et bien sûr que la résilience opérationnelle, depuis quelques années, a été le centre d'intérêt des régulateurs. Il y a une certaine concertation au niveau international, soit par l'entremise de la Banque des règlements internationaux, du FSI, etc. Et certains régulateurs ont commencé déjà à articuler des principes et des standards au niveau de leurs expectatives auprès des assujettis, des institutions financières réglementées, quant à la résilience opérationnelle. Pour revenir au Canada, le BCIF, comme tout le monde le sait, s'est engagé dans un processus de consultation pour faire des révisions à leur ligne directrice sur les risques opérationnels. Et maintenant, on parle plutôt de résilience opérationnelle. Et également, les attentes, il y a des attentes similaires de l'AMF, bien sûr, qui a intégré les principes internationaux dans l'application de son cadre de surveillance au niveau de la résilience opérationnelle. Donc, il y a des facteurs, quant à moi, il y a des facteurs idiosyncratiques au niveau de l'entreprise et les enjeux stratégiques que représente la maintenance d'une résilience opérationnelle. Il y a des enjeux réglementaires également. Dans le cas pour un CRO, pour un chef de la gestion des risques, mon intérêt, bien sûr, est que à la fin de la journée, la résilience opérationnelle, c'est la résultante d'un cadre de gestion des risques opérationnels qui est robuste, qui est adapté aux besoins de l'entreprise et à la stratégie, qui est adapté à la complexité de l'entreprise et à sa taille également, bien sûr, et qui doit être dans l'ADN de l'entreprise. C'est-à-dire, bien que Paul Williams a mentionné que ce n'était pas pour protéger la réputation,
tout impact de non-service vis-à-vis de nos clients et de nos constituants, nos parties prenantes internes et externes, peut bien sûr avoir un effet néfaste sur notre réputation, avoir l'habilité de résilience et d'identifier les activités critiques qui doivent être maintenues malgré les incidents, les perturbations qui peuvent exister, est très critique et important pour nous. Donc, quant à moi, pour finir, ce n'est pas si, mais plutôt quand les perturbations vont se réaliser. Donc, comment sommes-nous prêts? C'est-à-dire, avons-nous un plan? Avons-nous des playbooks? Avons-nous des plans de contingence, etc.? Est-ce que tout le monde connaît son rôle, ses responsabilités? Est-ce qu'on est prêt à mobiliser des centres de crise, etc.? Donc, avoir un programme non seulement de continuité des opérations, mais également un programme de gestion des risques opérationnels qui permet de réagir et de réagir très vite et de rebondir, comme l'a mentionné Johan, de rebondir face à des perturbations critiques. Donc, pour compléter, je dirais que c'est un sujet d'intérêt à tous les niveaux, dans l'entreprise, au niveau, bien sûr, du comité exécutif, du conseil d'administration et de tous les intervenants dans la société, mais également au niveau externe, des régulateurs, des actionnaires, bien sûr, qui veulent s'assurer que l'entreprise est solide et continue sa pérennité à long terme. Merci beaucoup, Philippe. Donc, on vient de parler de définition de l'importance de la résilience opérationnelle dans le cadre d'institutions financières présentes ici. Allons voir maintenant du côté de certains régulateurs étrangers comment ils abordent la résilience opérationnelle. La capsule vidéo qui va débuter à l'instant, c'est notre plus longue ce matin. Elle fait à peu près 18 minutes, mais vous verrez, j'espère que vous en conviendrez, qu'elle contient beaucoup d'informations concrètes et intéressantes. The Federal Reserve has a long-standing focus on operational resilience as it relates to the safety and soundness of financial firms, as well as the stability of the financial system. The shift has increased interconnectedness in these recent years, especially digitally, and has raised the focus and importance of operational resilience. And as such, we have reiterated a definition of operational resilience in what we call our supervisory letters, or SR letters. And there's an SR letter 20-24, an interagency paper on sound practices to strengthen operational resilience, which is directed at the largest and most complex domestic firms in the U.S. we supervise. We also do note, though, that there are many definitions available for use, and the consistent thread is the ability to deliver operations through disruption of any hazard. And so our definition reads, operational resilience is the ability to deliver operations, including critical operations and core business lines, through a disruption from any hazard. It is the outcome of an effective operational risk management combined with sufficient financial and operational resources to prepare, adapt, withstand, and recover from disruptions. And I think recover has always remained one of the keys as we continue to advance in technology. The question of a disruption, whether it be a natural disaster or cyber type of event and supply chain, is not if it will happen, but when it will happen. I think as outlined in our supervisory letter, sound practices for operational resilience starts with an effective and robust governance framework from the board of directors to senior management and all the way down to individual staff levels. In addition, close engagement between the three lines of defense, the business line and the enterprise risk management line, as well as internal audit, also helps to promote sound operational risk management and assist in identification and controlling of the risk. Business continuity management really helps a firm plan for stress and idiosyncratic type of events that could harm the continuity of services or operations. But of course, management of third-party providers has become even more crucial through the pandemic, with more firms relying on outside vendors for a variety of services. And a key to an effective program is robust scenario design, which can really assist in the calibration of a firm's tolerance for disruption. One of the initial steps here is for a firm to define what a critical service is to them, which we know that can be difficult,
and going through these scenarios may help identify some of them for them. Connections and interdependencies need to be contemplated, and while remote but plausible events also need to be considered. Underpinning all of this is cybersecurity and a firm's ability to secure its data and information systems, as well as design it in a way that ensures resilience. As you can see, there are many cross-disciplinary risks like cyber that relate to a sound operational risk program and really cannot be considered in a silo. Lastly, surveillance and reporting to senior management and the board of directors helps engage relevant stakeholders, identify risks and potential resource gaps, and allows for thorough identification and reporting to regulators as applicable. Incentives for financial institutions to invest in operational resilience, from a regulator's standpoint, seems obvious, but I get the meaning of the question of a robust operational risk and business continuity management program anchor really general sound practices across corporate governance and are informed by rigorous scenario design and analysis and do consider things like third-party risk and cyber. Good corporate governance that permeates a firm assists in all manner of identifying and mitigating risk, as well as effectively engaging in the strategy of the firm and enabling them to perform as they've intended to do. I think where you see some differences around the globe with regards to supervisory guidance coming out is how prescriptive to be in some of these policies and procedures and guidance versus more pragmatic or overarching principle-based aspects of this. And so I think as the global regulatory community continues to improve and move towards more effective rules and guidance, you will see, this agreement between the industry and the regulators is what really makes the most sense. The commitment of the Federal Reserve, especially with the mission of the IAIS, is what we often refer to as our three-legged stool here in the U.S. But we have the National Association of Insurance Commissioners, the NAIC, the Federal Insurance Office, FIO, out of Treasury, and the Federal Reserve, who are all committed to moving operational resilience, to a better place for our supervised financial institutions as well as ourselves, to ensure that disruptions are minimized in the future. So I think our own operational resilience principles and guidance are very much in line with other regulatory bodies, both in the US and internationally, as well as some of the standard setting bodies as the FSB and the BCBS. At the highest level, most jurisdictions seem to converge on this core set of principles of how to heighten resilience at supervised entities. Une nouvelle réglementation a été mise en œuvre pour traiter de la résilience opérationnelle numérique, qui se définit comme la capacité pour les institutions financières de pouvoir faire fonctionner leurs services essentiels en cas de dysfonctionnement majeur, et ce, même dans un mode dégradé, et pouvoir se rétablir, revenir à des conditions normales dans des délais rapides. Donc, effectivement, on a changé de paradigme en termes de supervision, puisqu'on est passé d'une part de l'approche classique du risque informatique vers une approche beaucoup plus englobante qui tient compte de la résilience opérationnelle, qui inclut notamment le risque opérationnel, les aspects gouvernance, la continuité d'activité et la gestion des tiers. Ce que je peux en dire parmi les éléments clés à ce jour, c'est que c'est une réussite politique importante au niveau de l'Union européenne, puisque ce texte constitue une marche importante pour établir des règles uniformes en matière de résilience opérationnelle numérique pour l'ensemble du secteur financier et pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Donc, l'objectif de ce texte, c'est d'harmoniser et de mettre en cohérence des règles préexistantes et compléter ces règles pour aboutir à un texte complet
en matière de résilience opérationnelle numérique. Ce qu'on peut en dire également, c'est que c'est un texte qui qui a un périmètre très large, puisqu'il couvre l'ensemble des institutions financières et non pas qu'une partie, parce qu'on a tenu compte du fait qu'il y avait des interconnexions très fortes entre les différentes institutions financières. Et c'est vrai que si on avait pris en compte qu'une partie du secteur, on n'aurait pas pu avoir cette vision globale et tenir compte de toutes les interconnexions. Ce qu'on peut en dire également sur DORA, c'est qu'il est fondé sur 4 piliers essentiels. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Hein. Le premier pilier vise en fait à demander aux institutions financières d'avoir un cadre de gestion des risques adapté selon une gestion prudente du risque et une gouvernance qui soit également mature sur ce sujet-là. Donc, c'est le premier pilier. Le second pilier, lui, porte sur la gestion des incidents cyber, puisqu'on demande à avoir un cas de gestion d'analyse des incidents et une remontée des incidents majeurs auprès du superviseur. Donc, c'est le deuxième pilier. Troisième pilier, lui, porte sur une exigence auprès des institutions financières, puisqu'on leur demande d'avoir un programme de test de résilience opérationnelle pour l'ensemble des institutions financières. Et pour les plus essentiels, on demandera à ce qu'ils fassent des tests avancés, donc selon des procédures qui seront développées ultérieurement. Et puis le quatrième pilier, qui est un pilier à la fois, c'est un pilier qui est également novateur, puisqu'il institue des règles à l'égard de la gestion des tiers, donc des règles qui doivent être imposées à l'ensemble des institutions financières, et la création d'un mécanisme de surveillance des prestataires tiers critiques. Alors, s'interroger sur le fait que la gestion des tiers et le mécanisme de surveillance, est-ce que c'est inhérent à la résilience opérationnelle numérique? C'est s'interroger sur la genèse du texte DORA, puisqu'effectivement, ce texte a une approche novatrice sur la gestion des tiers, à la fois au niveau des institutions financières, puisqu'il a été pris en compte qu'il pouvait avoir un déséquilibre sur le marché entre les institutions financières qui contractualisaient avec des prestataires tiers, qui avaient un quasi-monopole sur certaines prestations. Donc, c'était prendre en compte ce déséquilibre et non pas faire porter la responsabilité entière sur les institutions financières. La surveillance via les institutions financières n'était pas suffisante pour surveiller le caractère potentiellement systémique lié à les dépendances à ces prestataires tiers critiques. Cet aspect-là qui a légitimé en fait de faire une nouvelle réglementation, c'est aussi un gage de sécurité pour le marché, parce que ça montre bien qu'on a identifié le risque qui pèse sur ces prestataires tiers et qu'on y apporte une réponse adaptée, ambitieuse également. Ensuite, il y a aussi un défi pour les institutions financières qui n'étaient pas soumises à ces orientations et pour qui ce sera une véritable révolution, puisqu'elles devront, initier des nouveaux processus, une nouvelle organisation pour prendre en compte ces risques. Et il y aura un défi important en termes de coûts et un défi important en termes de ressources humaines et de compétences à leur égard. Il y a des défis opérationnels très forts pour l'ensemble des acteurs concernés par cette nouvelle réglementation, mais c'est des défis qui sont à hauteur de l'enjeu qu'on a, qui est de favoriser la stabilité financière par rapport à une réalité de cyberattaque, par rapport à un contexte de risque qui est quand même très présent, lui, et qui n'attendra pas l'entrée en vigueur de DORA pour pouvoir s'exercer sur les institutions financières. Ça a été pris en compte de réduire les coûts de conformité et d'entraîner une meilleure harmonisation des règles et une application uniforme pour l'ensemble des institutions financières. What can I tell you about the new UK policy on operational resilience? So the first point to make, I guess, is that the UK operational resilience policy is entirely consistent with the Basel principles on operational resilience.
And so as I run through the policy elements, they'll sound relatively straightforward, but they drive some quite profound changes in the way organizations think about themselves. The first requirement is to identify your important business services, or what Basel would require critical operations. The UK implementation of important business services is very specific. And to my prior points, an important business service under the UK definition must have an external customer, an external consumer of the service. So things like payroll would not be an important business service. Put simply, what it's trying to identify is what do you care most about. Not everything needs to be resilient. Not everything can be resilient. It would be very expensive. It would be cost prohibitive to do so. So protect them what you care most about. And through the UK policy, that's important business services. But if you ask an organisation what it cares most about, everyone in the organisation will consider that their aspect of the organisation is important. The second requirement, and this is also consistent with the Basel principles, though I'm not sure Basel gives it enough airtime to highlight the importance of it. But if you're going to acknowledge that bad things will happen, if you're going to move to what I would call failure is inevitable, or move beyond probabilistic risk management and acknowledge that certain risks have a probability of 1, then you have to have a different way of measuring how much loss you're prepared to accept within the organization. Engineers would call that testing to destruction. Engineers will take a component, they will test it to the point that it breaks, and then they will set safe operating limits within that, which the customer must then operate that component such that it doesn't cause intolerable harm or destruction when it breaks. Resilience then is not about replicating your business as usual requirements. It's not about giving you what you ordinarily expect. It's about giving you what you can tolerate during that period of disruption to avoid implementing intolerable harm. We might call it mind the gap between what you desire from a business as usual perspective versus what you can tolerate from a financial stability perspective or a consumer harm perspective will be a very different answer. An impact tolerance and defining an impact tolerance is the way to get firms to start thinking about that. Of course, once you've done that, you then need to start to map how your services are provided. And it's certainly my experience, sadly, that most firms, large firms certainly, have absolutely no idea how they work operationally. They understand the logical business processes, but across the complexity of their third parties, external third parties, their technical systems, their property environments, their people operations, building a complete picture that allows them to say, this important business service is enabled by these activities is something that most firms don't understand. And if you don't understand that, then you can't make effective choices around where you're going to protect the resilience, particularly under a range of severe but plausible scenarios. So getting firms to map their internal systems, particularly their third parties, is a particularly challenging aspect of the UK policy requirements, but something that's necessary in order to understand how your organisation works and where it may be vulnerable to interruption. And then the rest of the policy requirements are relatively straightforward, he said, which is to test against a range of severe but plausible scenarios that you can recover the things that you care most about, your important business services, within the impact tolerances that you've specified, within the range that you'd expect. And again, that's to emphasize, that's not about getting back to business as usual, because that's what your business continuity plan is about. That's what your crisis management will be about. What this activity about is understanding what is the minimum tolerable level of service that we can provide, and how do we know we can provide it under these scenarios such that we prevent intolerable harm occurring to our customers and to the broader financial system. Alors, on vient d'entendre le point de vue de 3 régulateurs étrangers. On remarque qu'il existe plusieurs façons d'aborder l'encadrement de la résilience opérationnelle, mais qui ont quand même plusieurs éléments ou finalités en commun. Et il y a également plusieurs façons possibles de déployer des stratégies de résilience adéquates dans les institutions financières, en tenant compte évidemment de la nature, de la réalité, de la taille, de la complexité de chaque institution. Alors, revenons donc à nos panélistes pour discuter maintenant d'exemples concrets de déploiement
de telles stratégies au sein d'institutions financières, en commençant par Faiza. Comment cela fonctionne chez BNP Paribas? Effectivement, Patrick, on vient de voir des 3 exemples. Étant une banque qui est présente à peu près sur tous les continents, nous avons fait face très tôt aux variétés réglementaires sur la résilience opérationnelle, que ce soit en termes de taxonomie, de terminologie. On a entendu Paul Williams qui parle de Important Border Services, BAL parle de Critical Operations, le Federal Reserve Board aux États-Unis parle de Critical Function and Critical Business Lines. Donc, on était un peu dans un mélange de compréhension. Les envergures aussi sont différentes. Il y avait la Banque d'Angleterre et toute l'Angleterre qui parlent de services qui sont dirigés exclusivement vers le client, donc avec une vue externe. Si on regarde BAL, etc., il y a un mélange de services avec une vue externe et des vues internes. Donc, pour s'y préparer et construire un cadre commun pour le groupe en tenant compte de toutes ces nuances, nous avons commencé quand même très tôt à travailler sur le sujet. En fait, dès la sortie des premiers textes consultatifs en 2018 par la Banque d'Angleterre, qui était bien sûr suivi par BAL, le Federal Reserve Board et certains régulateurs aussi asiatiques qui étaient au front avec le sujet, que ce soit à Singapour, à Hong Kong, etc. Donc, nous avons travaillé essentiellement sur 2 fronts. Le premier était d'être un acteur actif dans l'industrie via les organisations internationales, donc l'AEF, SIFMA, etc., pour essentiellement influencer l'alignement de ces textes et aussi atteindre une compréhension commune des besoins. C'était quand même très important pour nous parce que il était hors de question de se retrouver avec des nuances de résilience opérationnelle dans chacun de nos régions, dans chacun de nos pays. Donc, c'était ça quand même très important. Le deuxième volet sur lequel on a travaillé, c'est qu'on a fait, on l'a fait à l'interne, et c'est de véhiculer et socialiser la résilience opérationnelle et ce qu'elle implique à toutes les sphères de métier et de fonction. Nous avons pour souci de briser les silos et d'avoir vraiment une vue holistique de tous nos objectifs. Et l'objectif premier, c'est que il fallait atteindre un niveau de résilience adéquat et travailler tous ensemble et pas chacun dans notre coin, que ce soit les TI, les cyber, la gestion des tiers, etc. Ce travail quand même a été lancé avec la fonction risque en premier, mais avec la contribution de toutes les lignes de défense et de toutes les fonctions centrales. Pour BNP Paribas, la résilience opérationnelle, c'est régi par un cadre de gouvernance de gestion de risque central qui traverse toutes les lignes de défense et dont la pierre angulaire était l'adoption de la résilience aux plus hautes sphères de la direction et de conseil d'administration. D'ailleurs, conseil d'administration que nous avons sensibilisé à la résilience opérationnelle aussitôt que la fin de 2019, début 2020. Donc, vraiment, au début du sujet, on est allé au-devant pour vraiment instaurer cette compréhension-là. La résilience opérationnelle chez nous, elle se repose sur 5 piliers opérationnels. Donc, continuité des activités, la résilience TI, la résilience cyber, la résilience des tiers et la gestion de crises et d'incidents. Elle est imputable au métier propriétaire des services vitaux. On est très clair que ils sont les personnes les plus au fait des besoins du marché et des clients, et donc ils sont dans la meilleure position de définir les ramifications de leurs services et leur tolérance de perturbation. Malgré tout, comme je dis, elle est quand même gérée centralement avec des lignes de reporting au travers toutes les régions et au travers tous les pays. Donc, pour résumer, le plus important, ce que nous avons travaillé, c'est vraiment le buying du management pour le lancement du programme et instaurer un changement culturel à travers l'organisation pour entrer la résilience dans notre ADN et aussi travailler au-delà des silos opérationnels pour avoir une vue centralisée des risques et des besoins de la résilience, aussi avec une ligne de conduite et de priorisation centralisée, mais laissons aussi aux régions la latitude
pour prendre en compte leurs particularités réglementaires. Donc, un cadre central qui couvre le cœur de la résilience avec une possibilité de s'adapter avec certaines réalités ou certains besoins qui sont propres aux régions ou aux pays. Super, un grand merci, Faiza, c'est très intéressant. Philippe, si je me tourne maintenant vers vous, du côté d'Industriel Alliance, pourriez-vous vous expliquer sommairement comment ça fonctionne, votre cadre, et si possible, donner un exemple de mesures particulières que vous utilisez? Oui, merci Patrick. Alors, chez IA, la résilience opérationnelle se fonde sur 4 piliers. En premier, j'appellerai la culture, c'est-à-dire l'engagement et la socialisation auprès de la haute direction et du conseil d'administration de la mise en place et de la valeur d'une mise en place d'une culture de résilience au sein de l'organisation. Donc, ça commence avec un engagement au plus haut de l'organisation qui découle et qui est diffusé et déployé à travers l'organisation. Deuxième pilier, bien sûr, Faiza l'a mentionné en parlant du cadre de gouvernance gestion des risques opérationnels chez BNP Paribas. Les approches sont les mêmes chez IA, groupe financier, et l'importance de nos programmes de gestion des risques opérationnels viennent soutenir le concept de résilience opérationnelle. Ça inclut bien sûr la gestion des risques de technologie, des données, la sécurité de l'information, les risques de tiers et tout le programme de continuité des opérations, incluant l'identification des activités critiques. Troisième pilier, la gestion des incidents. Là, chez IA Groupe Financier, on prend très au sérieux et on a mis en place un processus robuste de gestion des incidents et des crises qui permet la mobilisation de tous les intervenants requis, peu importe la nature ou la gravité de l'incident, et la mise en œuvre des plans d'action qui suivent ces incidents-là. Et finalement, le quatrième pilier, un programme de simulation et d'exercice de stress test périodique. Donc, des simulations périodiques qui nous permettent d'évaluer l'efficacité du processus de gestion des incidents que nous avons en place et la fiabilité des plans de continuité dans le cas où ces perturbations se réalisent. Pour vous donner un exemple plus concret, cette année, nous allons et nous le faisons sur une base périodique, cette année, nous allons faire un exercice de simulation, un tabletop, en impliquant tous les intervenants auprès de l'organisation, c'est-à-dire en commençant le conseil d'administration, le comité exécutif, la haute direction, et secondé par des experts conseils, s'engager dans un processus d'exercice de simulation pour identifier où sont nos opportunités de rehaussement, où sont nos points forts, nos points faibles, et d'en découler des plans d'action pour y remédier de façon à être mieux préparé sur une base continue. Merci beaucoup, Philippe. Joanne, vous êtes responsable des technologies de l'information chez Desjardins. Et les technologies, c'est un domaine incontournable de la résilience opérationnelle. Je voudrais même 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Comment ça se traduit concrètement dans votre quotidien? Mais, je tiens à dire que toute l'information que mes collègues Faiza, Philippe ont discuté, on a les mêmes discussions du côté du mouvement Desjardins. Donc, qu'on ait 4 piliers, qu'on ait 5, tout se ressemble. Fait que je vais commencer par dire la préparation est clé. Et dans la préparation, pour moi, tantôt je l'ai mentionné, mais ça va de la phase de la conception des systèmes. Quand tous les jours, en tant que chef de l'information, on a des équipes de développement qui songent à des nouveaux systèmes, qui développent, il faut dès le moment de la conception avec l'architecture qu'on fasse le resiliency by design. La résilience vraiment intégrée à la conception même de tout nouveau développement. C'est important de se poser les bonnes questions avec les secteurs d'affaires. Ça, pour moi, c'est super important. Nous aussi, on a nos tests de résilience, on a une gouvernance qui est en place, on roule des simulations, on identifie nos actifs critiques, nos services critiques pour nos membres et nos clients. Ça nous tient à cœur, comme je l'ai mentionné tantôt, parce qu'on considère que n'importe quelle perturbation, c'est trop, là, on est conscient de ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut garder ce discours-là vivant à travers l'organisation. Et moi, dans mon mandat de chef de l'information, c'est ce que je fais le plus. Je parle de ce sujet-là
au comité de direction du mouvement, au CA du mouvement. Au CR, on en parle à tous les trimestres. Comité de direction, on en parle mensuellement. Comment va le plan? Est-ce qu'il y a des modifications? Parce que c'est évolutif. Et ça, c'est quelque chose d'autre que les gens doivent réaliser. C'est pas parce qu'on a 4 piliers que tu fais ton test une fois par année qu'il faut, OK, on le met de côté puis on ne fait pas rien d'autre le reste de l'année. Il faut qu'on continue, on garde ça vivant, c'est dynamique, on interagit avec les gens, hein, les 3 lignes de défense. C'est vraiment aujourd'hui, en 2022, un moment où de plus en plus on a un travail collaboratif. Puis moi, je vois que mon rôle de chef de l'information, comme quelqu'un qui encourage cette collaboration-là à travers l'organisation pour s'assurer qu'on ait les bonnes discussions au bon niveau, pour s'assurer qu'ultimement, la viabilité de notre organisation, mais surtout la viabilité du service pour les membres et les clients. Ça, pour nous, c'est clé. Absolument. Merci beaucoup, Joanne. Christian, vous venez d'entendre plusieurs points de vue de personnes qui agissent en première ou en deuxième ligne de défense. Vous, comme PDG, comment est-ce que vous intégrez chez UV Assurance l'ensemble de ces perspectives-là? Oui, merci, Patrick. Ben, un peu comme Joanne l'a mentionné, je fais écho à l'ensemble de mes collègues depuis des propos qu'il y a eu dans les vidéos. Là. Bon, c'est des thèmes qui reviennent. J'ai la tâche facile de répondre en dernier, donc je vais essayer de ne pas répéter tout ça. Ben, moi, quand tu parles d'intégration, Patrick, je trouve ça intéressant. Donc, je me suis lancé peut-être plus au niveau tactique de comment est-ce qu'on a articulé ça dans la compagnie. Et je vais aborder ça sur 4 thèmes. Donc, le premier thème que je vais aborder avec vous autres, c'est qu'il faut être organisé. Donc, on a parlé tantôt, bon, chez UV Assurance, on a des plans de contingence, des plans de continuité des activités. Des plans, ça permet de réagir rapidement, ça permet de prendre des prédispositions dans certains cas pour être capable de bouger de façon organisée. Il y a un dicton militaire qui dit ton plan est bon jusqu'à temps que tu traverses la ligne de départ. Puis après ça, ben, n'importe quoi peut arriver, puis ça arrive rarement comme c'est prévu. Mais l'avantage d'avoir des plans, puis d'avoir des plans de contingence, des plans de continuité des activités, puis l'avantage de faire des exercices, comme le mentionnait tantôt Philippe, c'est que les gens sont forcés à développer une agilité mentale, à réagir à des situations, d'en jaser ensemble. La plupart du temps, au travers de ces exercices-là, il y aura des leçons retenues, des choses à ne pas faire qu'on a pris en note, des choses à améliorer dans certains cas. Donc, le fait d'avoir cette dynamique-là en place, d'avoir des plans, des pratiques, c'est qu'au jour J, quand ça va arriver, ben, we're going to hit the street running. On va être prêt. Et si le scénario est différent, ben, il va sûrement être en lien avec des discussions qu'on a eues et notre facilité de prendre des actions, des décisions va être meilleure. Et ça, je vous dirais que c'est le nerf de la guerre dans la culture militaire, mais ça l'est tout autant dans l'environnement qu'on vit présentement. Le deuxième thème que je vais aborder avec vous autres, c'est, j'en ai parlé tantôt, ça concerne la menace. J'irais même à dire l'ennemi, parce que quand on est dans le cyberespace, on se fait attaquer. On se fait attaquer par d'autres États. C'est quand même incroyable, mais c'est au stade où on est rendu. Donc, chez UV Assurance, on ne ménage pas les efforts pour, évidemment, faire une bonne vigie de tout ce qui se passe dans le cyberespace. Surtout aussi également, et complémentaire à ça, une vigie des risques émergents. Toutes sortes de nouvelles choses qui apparaissent aujourd'hui. On le fait tous dans nos organisations de façon différente, mais on s'intéresse beaucoup aux nouvelles tendances, des risques émergents en complément là, avec le cyberespace pour bien comprendre l'écosystème. Donc, ça, c'est le deuxième thème. Le troisième thème, c'est qu'il faut être agile, il faut être flexible. On dit en anglais « responsive ». Chez UV Assurance, on est responsive. Donc, nous, on veut agir avant une interruption potentielle de service. Donc, on travaille en amont. Et pour faire ça, nos employés sont entraînés à conduire dans un mode de conduite des opérations flexible, prêt à s'adapter. Et quand je parle de s'adapter, c'est au travers de différents niveaux de protection. Si on prend la cybersécurité, par exemple, ça marche comme à la Défense nationale ou au Pentagone. On a un système de DEFCON, un système de Defense Readiness Conditions. Et au niveau le plus élevé, bien, la posture de sécurité est changée. On ne travaille plus de la même façon. On travaille avec beaucoup plus de sécurité dans notre environnement. Au niveau le plus élevé, dans nos nouvelles installations, on a même des gyrophares bleus discrets au plafond qui envoient un signal à tout le monde qu'on vient de changer le niveau de défense en cybersécurité et que les actions sont maintenant modifiées. Donc, je voudrais dire ça nous permet, avec l'entraînement de cyberculture qu'on a mis en place, de bouger d'un niveau à un autre,
à un certain moment donné, de relâcher un peu la sécurité. On ne relâche rien à zéro, là, mais on peut travailler avec un petit peu plus de liberté d'action. Et évidemment, quand c'est au top, bien, on est contraint par un paquet de limites et ça va même jusqu'à débrancher les systèmes là, si la menace est évaluée à ce point-là. Et ça nous permet d'être agile et flexible et d'éviter l'interruption parce qu'on travaille en amont pour s'adapter. Le dernier thème que je vais aborder avec vous autres, c'est ce que j'appelle l'opérationnalisation. C'est livrer des résultats. Et ça, bien, ça prend une force de frappe pour faire ça. Cette force de frappe-là, chez nous, bien, c'est l'équipe, c'est les gens. Donc, on a une équipe qui est agile, proactive, en mouvement, qui nous donne les outils pour être capable de se réaliser. Et ça, bien, c'est basé sur une culture d'excellence et de résilience opérationnelle. Bon, dans notre culture chez UV, on a une culture de haute technologie. Bon, il y a quelques années, on était quand même une compagnie qui accusait un petit peu de retard technologique. Aujourd'hui, je suis fier de dire à tout le monde que je rencontre qu'on a complété notre transformation technologique. Les systèmes legacy ont été remplacés chez UV et on opère la compagnie sur de la nouvelle technologie pour les lignes d'affaires, pour la finance. En fait, toutes les technologies utilisées chez UV, c'est des technologies modernes, récentes, dans lesquelles on a mis beaucoup d'emphase sur la cybersécurité. Donc, je sais que c'est un défi important dans l'ensemble de l'industrie, le remplacement des systèmes, mais c'est un levier significatif dans une perspective de résilience opérationnelle et il faut mettre les efforts pour opérationnaliser ça, faire cette transformation-là et après ça, la faire vivre, l'actualiser pour ne pas accumuler de dettes technologiques et rester résilient. S'ajoute à ça une culture axée sur l'amélioration continue, l'agilité, la rapidité d'action, la sécurité. Chez UV, j'aime dire qu'on est dans l'action, avec l'action. Donc, chez nous, on livre des solutions à 75 75 %, c'est suffisant. C'est mieux livrer plus vite et être en mode amélioration continue après que d'essayer de livrer des solutions parfaites. Donc, je vous dirais, chez nous, on a vraiment ça dans notre ADN maintenant, ce qui nous amène sur tous les fronts, que ce soit en développement de produits, en gestion des risques, en sélection accélérée, peu importe. Toutes nos initiatives sont des initiatives livrées à 75 %, des solutions qui fonctionnent, évidemment, mais qu'on va se forcer d'améliorer en continu. Et ça nous met en mouvement et dans l'action. Et ça fonctionne excessivement bien sur le terrain. Notre conseil d'administration, je vous dis, s'intéresse à l'ensemble de nos projets avec beaucoup d'intérêt. Il nous challenge et évidemment, il nous pose des questions, mais l'objectif à la fin, c'est d'être plus robuste, résilient, agile et flexible. Et ils font un travail de surveillance, je vous dirais, très, très étroit dans ce domaine-là. Moi, je terminerai en vous disant ce matin que la résilience opérationnelle chez UV Assurance, ça influence grandement les choix opérationnels qu'on fait aujourd'hui. Ça influence le choix de nos partenaires dans la réalisation de ces projets-là. Puis, c'est une façon d'être dans nos actions. Et je vous dirais que chez nous, on mise énormément sur une cybersécurité de très haute qualité. Merci, Patrick. Christian, encore une fois, vous avez des perspectives très intéressantes à partager. Et j'aurais envie qu'on approfondisse un petit peu avec quelques questions. La première, peut-être j'ouvrirai ça avec Philippe et Christian. Allons sur l'encadrement. Je veux dire, on a à l'autorité différents outils d'encadrement. On a des lignes directrices qui sont basées sur des principes. On a aussi des pouvoirs réglementaires qui nous permettent, je dirais, d'établir des règles, des standards précis. Quelle approche vous semblerait la meilleure? Quelle approche est ta préférée, si on veut, en termes d'encadrement? Philippe, peut-être d'abord? Oui, merci Patrick. Moi, bien sûr, j'ai un biais pour l'approche de supervision réglementaire par voie de principe. Je crois que le système canadien est bien servi à la fois au niveau fédéral, au niveau provincial. La majorité, si ce n'est pas tous les régulateurs prudentiels, ont une approche basée sur les principes. Ceci permet à la fois, d'abord, personnellement, je crois que ça donne plus de pouvoir qu'une approche plus réglementaire, donc basée sur des lois, mais également ça permet la flexibilité aux assujettis d'interpréter ces principes-là et de les appliquer de façon proportionnelle et à leurs institutions financières.
Donc, d'avoir la flexibilité, la liberté de déterminer le comment pour en arriver à répondre aux principes qui sont établis par le superviseur réglementaire. Donc, à ce titre-là, une approche basée sur les principes est beaucoup plus flexible. Je crois qu'elle donne une orientation aux assujettis en termes des expectatives du régulateur prudentiel, mais elle permet également à l'assujetti de mettre en place des programmes, des processus qui sont adaptés et qui ont pour objectif, bien sûr, la survie et le succès et la croissance de l'entreprise, tout en maintenant la solidité financière de cette entreprise-là et de participer de façon positive au système financier canadien et provincial au Québec également. Donc, je préconise, personnellement, je favorise une approche basée sur les principes. Ces principes doivent être clairs, doivent être applicables et bien sûr adaptés. Et le comment, laisser la liberté aux institutions financières de mettre en place les mesures qui vont répondre à ces principes-là. Merci beaucoup, Philippe. Et si on passe du quatrième plus important assureur au Canada, qui est une société cotée en bourse, à un autre assureur de personnes d'une taille différente, qui est un modèle mutualiste. Christian, votre perspective? Nous autres, on est tout petits. On est tout petit, Patrick, mais on a des perspectives quand même. Là, puis je vous dirais qu'on travaille fort. Écoutez, moi, je suis d'emblée d'accord avec Philippe, c'est sûr. Là, puis ça prend des standards, ça prend des normes, mais pour moi, les principes guident les actions. Puis je fais beaucoup de parallèles depuis le début là, avec le monde militaire. Bon, c'est ce que tu m'avais demandé aussi à l'origine, là, mais j'aimerais ça le faire aussi dans le contexte actuel parce que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le sens où ce qu'on appelle le commandement de mission, c'est le leadership qui est exploité sur le champ de bataille par les forces terrestres, où c'est la plupart du temps le chaos est très difficile d'opérer de façon ordonnée. Et ce qu'il y a de particulier dans le commandement de mission, c'est qu'il faut bien comprendre les intentions de son patron, mais 2 niveaux au-dessus. Donc, il faut vraiment faire une réflexion pour comprendre ce que son patron veut, mais le patron de son patron aussi. Donc, ça implique qu'il faut comprendre les exigences, les limites de la réglementation, parce qu'il y en a dans le monde militaire aussi. Puis le parallèle est intéressant, là. Et puis, ça force un exercice de réflexion qu'on appelle une analyse de mission. Cette analyse de mission-là, 2 niveaux plus haut, ça permet de bien comprendre les principes directeurs et les objectifs à atteindre. C'est pour ça que les principes sont importants parce que ça va travailler sur l'agilité mentale, l'interprétation. Il en résulte de ça un alignement du leadership dans une organisation qui fait une forte cohésion. Puis ça force des discussions en continu. Donc, ça implique les leaders là, à tous les niveaux à travailler de concertation ensemble sur la résilience en ligne avec les principes qui sont avancés. À la lumière du modèle du commandement de mission, moi, je suis d'avis que les principes vont prédisposer les leaders à demeurer dans l'action, à engager dans des discussions, à être en mode amélioration continue. Donc, évidemment, je suis OK pour les normes, là, mais les principes vont générer de la valeur ajoutée et favoriser la prise en charge de la résilience opérationnelle. Et ça, pour moi, c'est un aspect qui est significatif. Merci beaucoup, c'est très clair. Peut-être un autre sujet maintenant. On a entendu parler, évidemment, dans les vidéos, dans nos échanges, de l'importance de bien connaître son organisation, mais ça inclut aussi les parties prenantes externes, les fournisseurs avec lesquels on fait affaire pour livrer nos produits, nos services comme institution. Madame Alilem a notamment parlé dans la capsule vidéo là, des risques liés à la concentration et d'un nouvel encadrement à venir en Europe pour les tierces parties, on dirait dans notre jargon au Canada, l'impartition. Peut-être, Joanne, Faiza, ce serait le fun de vous entendre sur, dans vos entreprises, là, comment vous faites pour obtenir un confort ou une assurance adéquate à l'égard du niveau de résilience de vos fournisseurs. Joanne, peut-être d'abord. J'aborderais premièrement en spécifiant qu'aujourd'hui, je pense, on ne peut pas avoir de succès si on essaie de tout faire nous-mêmes. C'est une impossibilité, ça bouge tellement vite. Le temps de mise en marché est important. Donc, l'utilisation des fournisseurs ou partenaires, parce que pour moi, il y a une distinction entre un fournisseur et un partenaire. Il faut être capable de reconnaître qu'ils font partie de notre milieu, font partie de la discussion.
quand je siège sur plusieurs comités de chefs de l'information à travers le Québec et le Canada. Et je dirais que le risque des tiers, c'est le risque qui est indiqué dans le top 3 de préoccupation des chefs de l'information. Pourquoi? Parce que cette relation-là, avec le temps, a changé, ça a beaucoup évolué. Le discours avec eux aussi a changé. Le niveau d'interconnexion, d'interdépendance entre les entreprises et les fournisseurs, des partenaires, on est de plus en plus liés. L'important, exemple, chez Desjardins, nous, on s'assure, de garder des dialogues très ouverts avec ces partenaires fournisseurs-là pour être très, très clair sur l'étendue des rôles et responsabilités. C'est clair que même du moment de la conception du contrat, quand on a des contrats avec eux, on devient beaucoup, beaucoup plus spécifique. Il y a des clauses d'échange, de validation, on peut aller en tout temps, ils font partie dans certains conseils avec nous. On a c'est un partenariat, là, je dirais, jusqu'à un certain point, et ça doit être un discours qui est ouvert. Parce que pour moi, c'est une relation qui va perdurer. Maintenant, ça évolue très rapidement. Déjà là, quand moi j'ai commencé dans l'industrie il y a 30 ans, c'est pas vrai qu'un fournisseur, c'est un fournisseur, puis on n'avait pas accès à ces choses. Aujourd'hui, transparence, c'est le mot d'ordre, ouverture, échange, partage d'outils. Fait que ça fait toute partie de notre gestion en ce moment avec nos partenaires. Et c'est un discours qui est, chez nous, essentiel, obligatoire. Si les gens ne sont pas prêts à le faire, on n'est pas prêt à continuer avec la relation. Fait que ça, c'est important. Puis on travaille activement parce que ça évolue très rapidement, Patrick. Absolument. Tout à fait d'accord avec vous. Faiza, de votre côté? Oui, tout à fait d'accord avec Joanne, moi aussi. On ne peut pas fonctionner sans nos tiers et il faudrait qu'on soit quand même dans une relation un peu de partenariat avec eux. Le problème ou la discussion sur la gestion de risque de fournisseurs, je ne crois pas que ce soit une discussion très récente. C'est une discussion qui va de beaucoup plus loin, mais elle devient beaucoup plus d'actualité avec la croissance de l'utilisation des tiers. Comme a dit Joanne, on ne peut plus fonctionner si on veut avoir un temps de marché compétitif, on ne peut pas fonctionner tout seul. On est de plus en plus comme interconnectés. Quand on parle de fournisseurs, on ne parle pas seulement de fournisseurs de services, on parle de nos partenaires, on parle des entités de services du marché, donc les market infrastructure, etc. Donc, on est un écosystème qui est, d'une façon ou d'une autre, impossible de fonctionner tout seul. Ce que je voudrais quand même faire mettre l'emphase dessus, c'est les tiers qu'on pense too big to fail. Pourquoi? Parce qu'ils ont une empreinte de marché très grande, parce qu'ils détiennent, ils desservent beaucoup de monde, parce que ils ont peut-être un niveau de résilience quand même assez haut, mais comme on l'a dit depuis le début, des perturbations, ça arrive et nous, comme ces tiers-là, peuvent ne pas être capables de livrer le service. Je crois que pour assurer une résilience de bout en bout, incluant nos tiers, il faut aller au-delà des contrôles classiques. On a toujours l'habitude de faire un exercice de diligence raisonnable périodique. On obtient un rapport d'audit comme un SOC 2 ou autre qui nous permet d'avoir une vue un peu générale de l'état de la résilience, de l'état de préparation de nos tiers. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, je crois que ceci n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on aille beaucoup plus loin, comme a dit Joanne, commencer dès le début de la mise en contrat, de mettre des activités et des clauses très claires pour avoir connaissance en détail des résiliences des tiers, mais aller au-delà aussi de connaître leurs tiers à eux. Il faudrait qu'on soit capable de recenser non seulement nos tiers de premier niveau ou nos fournisseurs de premier niveau, mais aussi de deuxième ou de troisième niveau, les sous-contracteurs, que nous avons remarqué souvent dans les incidents de l'industrie, sont l'origine de la perturbation. Je peux vous dire que les incidents que j'ai vus dernièrement, ce n'est pas mon tiers direct, c'est le tiers du tiers. Donc, c'est vraiment un effet de boule de neige. Et ça, il est très important de les connaître et pas tout simplement
s'arrêter au premier niveau. Le deuxième point, je crois, c'est que pouvoir auditer de près la résilience de nos tiers. Il faudrait les connaître pas tout seulement à travers un rapport, mais à travers des activités, faire des exercices de résilience avec eux, les faire participer dans nos propres exercices de résilience. Donc, faire un exercice de bout en bout, ne pas dire je m'arrête à ce que je peux faire et puis je fais confiance à mon tiers qu'il sera capable de répondre au moment où il faut. Non, il faut le tester. Si on regarde, si Madame Alini, elle a parlé de Dora, il y a une emphase importante sur le sujet, allant même à demander d'éviter l'utilisation de tiers difficilement substituables, donc qui on est incapable de modifier ou incapable d'aller changer dans un temps très raisonnable. Il demande aussi d'avoir des contrats alternatifs qui peuvent être activés immédiatement. Donc, avoir un tiers de recours ou qui est disponible pour qu'on switch. Donc, il est très important d'intégrer la résilience des tiers dans nos démarches de résilience opérationnelle, mais aussi dans nos scénarios de simulation. Il faut qu'on simule l'indisponibilité des tiers, de même qu'on simule l'indisponibilité de nos systèmes, par exemple TI, ou l'indisponibilité de personnel. Il faut exclusivement qu'on simule la disponibilité des tiers et même trouver des façons de livrer le service en leur absence. Même si c'est en mode dégradé, il faudrait accepter qu'un tiers ne sera pas disponible et qu'on puisse être capable de livrer un service sans lui. Vraiment intéressant parce que à la suite de la crise de 2008, on s'intéressait beaucoup à l'interconnexion entre les institutions financières. Et ce que j'entends ici, c'est d'autres niveaux d'interconnexion auxquels il faut s'attarder. Peut-être un troisième élément sur lequel j'aimerais aussi vous faire réagir, et là, j'aimerais ça peut-être entendre chacun d'entre vous. Ça a été dit, là, c'est pas tout qui doit être résilient. Il y a des coûts à mettre toutes ces choses-là en place. On peut parler du joyau de la couronne, notamment. Donc, il y a différentes façons, je présume, là, de définir c'est quoi une activité critique. Alors, encore une fois, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, pour leur donner des idées concrètes ou des exemples concrets, comment définissez-vous dans vos institutions respectives, c'est quoi une activité critique qui doit être résiliente? Comment faites-vous ces choix-là? Comment établissez-vous les priorités dans des choix d'investissement? Donc, des exemples concrets. Christian, commençons par vous. Oui, merci Patrick. Donc, écoutez, moi, je reste à haut niveau là, de par ma fonction, évidemment, mais dans une vue d'ensemble chez nous, si c'est une activité qui est liée au système de protection, notre capacité à protéger l'organisation, protéger les renseignements, c'est considéré pour nous comme une activité critique, là. Et aussi, tout ce qui est en lien avec le service de première ligne à la clientèle ou en support aux activités du service de première ligne pour la clientèle. Ce sont pour nous des endroits où notre résilience doit être plus robuste là, comme organisation. Et on a mis beaucoup d'emphase à ce niveau-là en termes technologiques là, dans les 5 dernières années, là, ayant complété notre transformation chez UV Assurance. Merci. Faiza? Je vais peut-être élaborer un petit peu plus que Christian. Pour nous, on a adopté un peu les 3 dimensions. Je dirais 3 dimensions classiques. C'est les services qui peuvent impacter le service de l'organisation, qui peuvent causer un impact systémique au système financier ou qui peuvent apporter un préjudice important aux clients. Donc, pour définir ces 3 dimensions-là, on peut utiliser beaucoup d'éléments comme par exemple le niveau de contribution du service au revenu de l'organisation, les impacts réglementaires, que ce soit les pénalités ou même l'impact sur la licence d'opérer, les impacts de réputation, la part de marché détenue afin de comprendre notre influence ou notre impact sur le marché, sur le système financier, le degré de substituabilité d'un service, parce que si c'est un service que nous détenons de manière très importante par rapport au marché, son absence ou notre absence à livrer ce service-là va impacter beaucoup. Donc, tout ceci nous permet d'évaluer le degré d'importance d'une activité ou d'un service et donc la nécessité d'aller au-delà des contrôles classiques et d'établir un niveau de résilience plus élevé.
Une fois cette sélection est faite, c'est sûr qu'une analyse contre une diversité de scénarios de perturbation doit être effectuée afin d'avoir la posture de ce service ou la posture des contrôles qui sont déjà existants versus ce qui devrait être investi ou devrait être mis en place. Et la priorisation sera faite selon les écarts qu'on aurait trouvé, selon le besoin du marché, etc. Ce qu'il faut quand même tenir en considération ou tenir en compte, c'est que même si l'activité est critique, comment on doit la livrer peut différer. Et on peut à un certain moment choisir que pour une activité, même si elle est critique et qu'elle a été priorisée, si elle est en cas de perturbation, de la transférer à un partenaire, de la transférer même à une autre institution financière. Et c'est de là où notre vision un peu est différente parce qu'on prend le marché, la solidité du marché, d'éviter d'apporter un préjudice aux clients avant ou au même niveau de nos revenus ou de notre solidité à nous aussi. Merci beaucoup. Philippe? Merci, Patrick. Oui, alors chez IA, notre approche au niveau de l'identification des activités critiques est assez systématique et implique les parties prenantes dans l'organisation, la deuxième ligne de défense, la première ligne de défense, les secteurs corporatifs, bien sûr, et les TI. Ça commence par chaque secteur de l'organisation qui doit procéder à une évaluation périodique des activités, leurs activités, en procédant à un bilan des impacts sur les activités afin de départager les activités importantes des activités critiques. Cette évaluation assume à la base que les activités du secteur seront éventuellement interrompues et ce, peu importe la source de l'interruption. Donc, ce n'est pas probabilistique, c'est-à-dire que l'événement a eu lieu. Troisième étape, pour chaque activité, les secteurs doivent évaluer différents impacts des durées d'interruption allant de quelques heures à plusieurs jours. Et les impacts à évaluer sont, je crois que Faiza en a mentionné quelques-uns, la diminution de la satisfaction des clients et des partenaires ou l'interruption des services. Les risques de non-conformité réglementaire, bien sûr, notamment au niveau de la protection des renseignements personnels et autres réglementations, perte de licence, etc. Le risque d'attention médiatique et de diminution de la confiance envers la marque IA, étant donné que nous sommes une compagnie publique réglementée. Et bien sûr, en dernier, mais pas le moindre, des pertes financières, que ce soit les pertes d'opportunités, les pertes réelles, les coûts de remise en service ou les pertes ou interruptions de revenus ou les pénalités contractuelles. Une fois que cette analyse est faite, les résultats de cette évaluation nous permettent d'établir une tolérance d'interruption, donc donner un code de tolérance d'interruption. Et dépendant de l'activité en question, si la tolérance d'interruption d'une activité n'atteint pas le seuil de notre seuil de tolérance au risque de continuité des activités du groupe, donc si le seuil de tolérance est plus faible que le seuil de tolérance du groupe, à ce moment-là, elle est identifiée comme une activité critique. Et bien sûr, cet exercice-là se fait sur une base périodique, sur une base annuelle ou 18 mois au maximum, de façon à bien comprendre notre portefeuille d'activités critiques. Très clair. Merci. Et Joanne? Quoi dire de plus, chers collègues? Vous avez déjà tout couvert, mais je vais essayer d'être très brève parce que je vois que le temps avance, mais je dirais que du côté du mouvement des jardins, c'est une combinaison de toutes vos réponses, c'est-à-dire annuellement, nous faisons une évaluation, nous faisons des bilans de santé pour l'état de l'ensemble de nos systèmes, et je dirais pas juste des systèmes, mais de toutes les couches technologiques en soutien aux systèmes critiques du côté du mouvement. Premier critère pour identifier la criticité, c'est qu'est-ce qui a un impact du côté de nos membres et de nos clients. Ça, c'est pour nous, en termes de nos valeurs, en termes de coopérative, c'est très, très, très important pour nous. Qu'est-ce qui a un impact du côté de nos membres et clients. Maintenant, à ça se rajoutent d'autres critères, naturellement. Les critères attachés à la viabilité de notre organisation. Toutes les organisations qui font de la résilience opérationnelle, si vous n'avez pas la trésorerie qui est au rendez-vous, il n'y a pas d'organisation. Fait que la trésorerie aussi fait partie prenante de la solidité financière d'une organisation. Elle est là, elle est importante. Fait que c'est identifié pour nous, naturellement, au même titre, même importance que le service du côté des membres et des clients. On fait de ça une liste, une séquence qu'on fait avec l'équipe de gestion de risque
selon une autre dizaine de critères qu'annuellement, on revise avec les membres du comité de direction, avec les membres du CA pour avoir ces discussions-là, d'assurer de mettre à jour et on le fait en continuité avec notre bilan de santé, puis on s'assure que d'un point de vue TI, que dépendamment des swaps, les options qui sont choisies, puis qu'on adapte la formule de résilience en fonction des priorités organisationnelles. C'est une combinaison un peu de tout ce que vous avez mentionné, ajusté pour que moi, la partie, je dirais, je suis la dernière partie de la chaîne où qu'on ajuste pour être sûr que les systèmes viennent représenter la volonté des membres du CA et du comité de direction pour le membre au client, puis qu'on vient ajuster les solutions en conséquence. Merci beaucoup, Joanne. Nous nous engageons maintenant dans le dernier segment de notre colloque virtuel avec une dernière capsule qui est courte, environ 4 minutes, et qui contient quelques messages que nos représentants étrangers ont voulu formuler à l'attention des institutions financières, des gens qui nous écoutent présentement. From my own perspective and my own opinion, if I put myself in the place of a financial firm that is operating today, one of the most important things that I would think about with regards to things like scenario design and stress testing is to not put resiliency plans and policies in place, but to also test them and test them often and in real world situations. And so that means perhaps not testing on a weekend when traffic on your network is minimal. And so, or, testing it, putting it in testing environments that reflect what real world scenarios might actually look like in a disruption. Ce qu'il faut aussi dire aux institutions financières, que ce soit en Europe ou chez vous, c'est qu'effectivement, les cyberattaques, elles ne font pas de proportionnalité. Donc, les attaquants ciblent en fait les vulnérabilités. Donc, ils vont lancer des attaques et les entreprises qui seront les plus vulnérables, qu'elles soient grandes ou petites, seront les principales cibles de ces attaquants-là. Il faut que les enjeux remontent au plus haut niveau des entreprises. Donc, ça nécessite effectivement de monter en compétences, d'aller comprendre les enjeux et effectivement de suivre un petit peu ce que font les autorités de supervision là, au niveau financier. Avant d'élaborer une réglementation, on a mis en œuvre notamment des guidelines. Donc, c'est aussi une manière de communiquer à l'égard de ces institutions. Donc, pour leur décrire quelles sont les règles minimales à devoir mettre en place dans une organisation. Donc, on demande aussi aux entreprises d'avoir une stratégie dédiée, d'avoir des reportings dédiés, d'avoir un cadre de gestion des reportings, c'est-à-dire qu'on puisse les identifier. Donc, c'est la première approche. Si on est bien préparé, on peut déjà limiter les dégâts qui peuvent être faits auprès des institutions financières. En tout cas, auprès de son entreprise, auprès de chaque entreprise. To my mind, principles and outcomes-based regulatory regimes are ideally positioned to deal with resilience, which is a journey. Operational resilience is a significant journey that firms need to undertake. My counsel would be make sure you pay attention to the history of the UK, though, of the complexity that we've seen and the consequences of failure that we've seen, such that you're not missing a trick by just doing the minimum necessary to say you are Basel compliant, when actually there is quite a significant opportunity here to look at how non-financial risk management is undertaken within firms and to get firms thinking about that very differently from how they've done in the past. And if that and the current geopolitical environment and the risks that we're seeing crystallize in the world should make that perhaps more evident now than perhaps it was when the Basel principles were published in the first place, because the world has moved on and become even more unstable since then, I believe. In my work, since I've left the Bank of England, something that comes up regularly, a question that comes up regularly is, what does the regulator really want? And the rather trite answer to that question is the regulator doesn't want anything that the firm shouldn't want for itself. But in reality, that is more challenging for firms to answer than perhaps it might first appear. It's important, though,
particularly for those firms who are tempted towards a regulatory compliance approach, because what the regulator doesn't want is a regulatory compliance exercise. Operational resilience wasn't crafted and implemented for the purposes of the hell of it, so to speak. It was there to fix a very real problem which was being experienced, which is despite a plethora of existing non-financial risk management requirements, operational disruptions were still being felt and being imposed on consumers and the real economy in a way that was transferring costs and not within the broader public interest. Alors voilà, beaucoup d'informations, beaucoup de matières ou de nourriture à réflexion ont été partagées ce matin. Pour un dernier tour de table virtuel, j'ai envie de demander à nos panélistes, qu'est-ce qui vous a le plus frappé, interpellé dans tout ce qui a été dit ce matin? Est-ce qu'il y a une idée ou un point en particulier que vous avez entendu auprès d'autres collègues ou de nos présentateurs que vous allez ramener dans vos entreprises respectives et demander à vos équipes de regarder un peu plus attentivement? Est-ce que, Christian, tu veux te lancer? Oui, ça va me faire plaisir de débuter. Ben, écoutez, moi, je repars avec quand même beaucoup de matériel à réflexion, mais ce que je réalise, c'est qu'il faut poursuivre les discussions sur la résilience opérationnelle dans un premier temps parce qu'on voit que c'est un champ d'expertise en évolution. Je pense qu'on a tous des bonnes idées, on a tous les mêmes thèmes qui reviennent, différentes façons de s'y prendre. Donc, un forum comme aujourd'hui, je pense, c'est l'opportunité de faire avancer l'évolution dans le domaine de la résilience opérationnelle. Il y a Joanne qui a mentionné plus tôt, ils ont eu l'audace chez Desjardins de mettre la notion de résilience opérationnelle dans leur modèle coopératif, puis d'appuyer ça sur quelque chose de solide. Là. Ben, comme mutuelle chez nous, j'ai trouvé ça intéressant, honnêtement, puis on va regarder ça de plus près. Et j'ai aimé aussi ses propos sur le concept de resilience by design. Donc, d'intervenir tout de suite au niveau du stade de la conceptualisation. Je vais mettre nos équipes sur le coup, là, parce qu'honnêtement, il y a quelque chose d'intéressant dans ce propos-là. Puis moi, en terminant, Patrick, si je peux, j'ai comme une aspiration, j'ai un rêve un jour. Ça concerne la vigie et la surveillance du cyberespace. Ce serait intéressant d'explorer comment, au sein de notre industrie, on pourrait mieux collaborer ensemble pour mieux anticiper les menaces, les tendances, les changements et à la fin, rehausser notre posture de cyberdéfense, comme on dit en anglais, le stronger together. Fait que, probablement pour une prochaine rencontre ou un prochain meeting. Merci pour l'opportunité, c'était formidable. Merci à vous, Christian. C'était très inspirant de vous entendre. Si j'allais du côté de Philippe. En ce qui m'interpelle, suivant ce webinaire très intéressant, je vais reprendre le point de Christian. C'était mon premier point également. Je trouve ça fascinant, mais nous faisons tous face aux mêmes menaces, particulièrement cybersécurité. Et je crois et je sais que ça existe et qu'on le fait. Mais quant à moi, je crois que ce serait bénéfique pour l'industrie qu'on se consulte de façon régulière et qu'on partage nos approches de façon régulière pour justement faire partie d'une solution avec les régulateurs également, avec toutes les parties prenantes pour assurer une certaine solidité du système financier et se protéger contre des cyberattaques. Donc, consultation au niveau de l'industrie, de tous les participants, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup et comme on peut le voir des commentaires des membres du panel, il y a énormément de connaissances et de pratiques qui peuvent nous aider collectivement. Deuxième point qui m'a interpellé est que la résilience opérationnelle s'appuie sur un programme robuste de gestion des risques opérationnels. Et à cet égard, quant à moi, il est important de socialiser et de continuer un dialogue dans le continu à l'interne, au niveau de l'exécutif, au niveau de tous les intervenants dans l'organisation à travers tous les piliers et les secteurs de l'organisation, mais également au niveau du conseil d'administration. Comme je l'ai mentionné plus tôt, quand on a parlé du cadre de gouvernance de la résilience opérationnelle, j'ai mentionné que ça commence chez nous avec la culture. Pour côté Peter Drucker, Culture Eats Strategy for Breakfast. Moi, je dirais que Culture Eats Risk Management for Dinner. Donc, ça commence avec une culture d'entreprise qui a une très bonne connaissance et compréhension des bénéfices
d'un programme de gestion des risques non financiers et incluant bien sûr des programmes de résilience opérationnelle. Et pour conclure, l'observation de Paul Williams m'a interpellé également. Ce n'est pas un exercice de conformité réglementaire, c'est ce qui est bon pour l'entreprise et de la bonne gestion. Merci beaucoup, Philippe. Faiza, je vous offre le plancher. Merci. En premier lieu, je crois que j'ai été vraiment agréablement surprise et j'adore nos discussions et que le fait que nous sommes tous d'accord que la résilience est avant tout un changement culturel, je crois que nous l'avons tous abordé d'une manière ou d'une autre. Aussi que il faut qu'on travaille tous ensemble, que nous sommes tous interconnectés comme système financier, comme membres de cet écosystème-là, et je dirais la force est dans nos actions collectives. Ce que je retiens un peu, c'est que effectivement, la résilience opérationnelle n'est pas pour tout, elle est pour comme comme on l'a mentionné, pour la joyau de la couronne, pour ce qui est le plus important pour nous, qu'elle est faire face au choc, c'est d'absorber le choc, c'est un peu, moi j'ajouterais un mot ici que je n'ai pas abordé, mais c'est le bend but not break. Vraiment, c'est ça ce qui est le cœur de ça. J'aime beaucoup l'analogie que Christian a fait avec le monde militaire. J'adore ça. L'adoption des niveaux de préparation d'EFCON, je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant que je me pencherai encore dessus. Je ne sais pas si dans une institution aussi grande que BNP Paribas, on pourrait mettre des lumières bleues dans le plafond, mais ça a exploré définitivement. J'adore l'analogie. Et surtout, je crois que je rejoins les mots de mes collègues pour dire que il faut qu'on continue de discuter, il faut qu'on continue d'explorer et il faut qu'on continue de s'entraider pour arriver tous à être résilients parce que oui, c'est pour nous, pour nos organisations, mais c'est aussi pour l'écosystème financier qui est quand même assez important, maintenir notre stabilité et continuer de livrer tous ensemble et de servir nos clients. J'aimerais remercier l'AMF pour l'organisation de cette discussion quand même qui est assez enrichissante sur un sujet que je pense qui est assez important et d'actualité. Et merci à tous mes collègues pour les échanges quand même qui étaient très intéressants. J'ai adoré ce panel. Merci à tous. Merci à vous, Faiza. Je suis tout à fait d'accord qu'on va continuer la discussion. Joanne, le mot de la fin. Ah, le mot de la fin, wow. Écoutez, Patrick, je pense qu'on s'est parlé hier, puis on avait dit tout le monde quelle opportunité qu'on a de parler. C'est quand qu'on a l'opportunité de parler de 2 heures ou 2 heures et demie de temps au sujet comme la résilience. Pendant longtemps, la résilience était un sujet qui était un petit peu caché. Le monde ne voulait pas en entendre parler. Et aujourd'hui, j'ai tellement appris de tous les collègues qui sont ici, là, plusieurs leçons. Christian DevCon, Philippe l'organisation, comment c'est structuré, Pfizer, moi j'ai appris de tout ce qui est le volet, aller plus loin encore dans les tests de résilience pour les tiers, d'inclure les tiers davantage. Ça, c'est quelque chose, peut-être qu'on n'allait pas assez loin. Fait que de chacun d'entre vous, j'ai appris quelque chose. Je suis vraiment reconnaissante envers vous tous. Super intéressant. Les autres panélistes, Paul Williams et les autres naturellement aussi. Merci particulier, Patrick, d'avoir organisé, pensé à ça, ainsi que toute l'équipe, puis l'équipe technique. C'est beaucoup d'organisation, hein, des sessions comme ça, mais honnêtement, moi, s'il y a un message que je veux que les gens retiennent, c'est la résilience, on doit en parler. C'est quelque chose qui est vivant, qui va évoluer dans le temps. Chez Desjardins, on a une culture qui est centrée autour des membres et des clients, mais notre sensibilisation face à la résilience, ça doit devenir seconde nature à tout ce qu'on fait. Surtout dans le monde des TI. Il ne faut pas qu'on voit ça comme étant une autre tâche qui est à faire, mais plutôt une extension des activités TI parce qu'il faut que ça soit incorporé vraiment dans tout ce qu'on fait. Un grand merci encore. Super, merci beaucoup. Merci à mon tour à nos panélistes pour votre grande générosité, votre enthousiasme à participer à ça, puis votre transparence, puis ouvrir on dit des fois l'expression ouvrir le kimono, donc parler de vraies
vraies choses qui d'habitude restent à l'intérieur de chaque institution, de mettre ça en commun. C'était très intéressant. Je seconde aussi les mots de Joanne. Je remercie mon équipe là, qui a travaillé pour nous organiser ce webinaire, l'équipe technique aussi pour le volet logistique. Merci surtout au vu de 400 personnes qui se sont montrées intéressées par ce qu'on faisait ce matin. Je crois que la plupart ont réussi à trouver le temps de se brancher et de nous écouter. J'espère que vous allez avoir trouvé ça intéressant et pertinent, que ce soit pour faire avancer des réflexions ou encore comparer puis valider vos façons de faire actuelles. L'événement d'aujourd'hui, pour nous, ça s'inscrit dans les orientations de notre plan stratégique 21-25. On veut faire avancer, on veut exercer un leadership de réflexion et d'action sur des enjeux actuels et émergents. Ça a été dit, la résilience opérationnelle, c'est un sujet qui va prendre de l'envergure. C'est en lien également, c'est ce que je disais d'entrée de jeu, avec notre rôle fondamental qui est d'agir pour l'intégrité du secteur financier, car c'est ça qui nourrit et qui protège la confiance du public envers nos institutions financières. La fameuse résilience avec un grand R qui inclut la résilience opérationnelle, qui était l'objet de notre discussion ce matin, c'est au cœur de ce sentiment de confiance envers les institutions financières. Vous allez pouvoir revoir ce webinaire, vous allez pouvoir continuer de suivre le sujet de la résilience. Pour cela, je vous invite à visiter notre page web dédiée à ça au cours des prochains jours, semaines. On va continuer de nourrir cette section de notre site web qui, je crois, apparaît à l'écran pendant que je le mentionne. N'hésitez pas non plus à nous contacter mon équipe pour toute question à ce sujet-là. On a une adresse courriel développée pour ça qui est DEPS/résilience sans accent @l'autorité.qc.ca. Et enfin, je vous invite à prendre 2 minutes et à nous faire part de vos commentaires et suggestions à l'adresse indiquée à l'écran. Au nom de l'autorité, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mon nom est Patrick Derry. Je vous souhaite une belle fin de journée. Soyons résilients.